Bonjour à tout le monde. Nous sommes là pour le webinaire qui est intitulé Les techniques efficaces pour engager les médias en tant que panélistes. Et ce webinaire est organisé pour les professionnels de la communication des centres de recherche de la CEAC. Alors, nous avons avec nous pour ce webinaire un expert qui détient une expertise en marketing de communication. J'ai nommé Monsieur Boris Kamga. Je vais lui passer la parole dans un bref délai. Bien, merci Ariel. Merci à tous les participants. Je suis bien heureux de participer à cette aventure et ce projet fort intéressant. C'est toujours un plaisir et une joie particulière quand on peut échanger avec des collègues, avec des chercheurs, n'est-ce pas, sur les perspectives de développement. Comment est-ce qu'on parvient à engager durablement les médias? C'est un peu dans cette logique globale et cette thématique centrale que j'ai illustrer la recherche. Pour que nous puissions nous comprendre, je vais partager mon écran rapidement avec vous afin que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, commencer à discuter sur les aspects majeurs de cette formation. Voilà. Bien. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour engager efficacement et durablement les médias? Ce sera un peu notre réflexion qui va porter autour de cinq grandes thématiques, cinq axes. Nous allons comprendre le contexte et les enjeux. Nous allons nous approprier notre idéal, c'est-à-dire la finalité de la formation, quels sont les résultats que nous voulons atteindre. Et puis, nous allons voir comment il faut adapter son action à la cible, comment procéder pour réussir à engager durablement les médias. Et enfin, nous allons travailler sur les bonnes pratiques qu'il faudrait adopter. Comme vous voyez, en matière de communication, l'image est un élément important. Sur la droite de l'image de l'ordre du jour, j'ai fait intervenir une série de trois images particulières, question de faire remarquer à chacun de nos panélistes combien il est important de travailler sur son image et combien il est important de savoir que les mots, les images, les comportements peuvent influencer notre perception sur un sujet. Si nous voulons engager durablement les médias, nous devons travailler sur notre image et sur notre personne. Je reviendrai là-dessus dans le résumé que nous allons faire à la fin. Le premier axe de notre travail sera de discuter, de comprendre le contexte, de comprendre les enjeux. Et la question à laquelle nous voulons répondre dans cette première articulation, c'est surtout de se demander pourquoi est-il si important pour un centre de recherche et pour des chercheurs, pour des spécialistes en communication, pour des responsables journalistes évidemment, pourquoi est-il si important de s'approprier les techniques et les outils pour engager durablement les médias? Donc nous cherchons à comprendre ce qu'il faut faire, mais pourquoi c'est important? Nous nous sommes dit qu'il y a deux éléments majeurs qu'il faut prendre en compte. Deux éléments majeurs. Le premier, comme vous l'avez dans ce premier rectangle en blanc, c'est d'avoir à l'esprit que les centres de recherche ont une fonction inédite. Les centres de recherche ont un rôle fondamental, un rôle clé. Les champs de recherche peuvent être considérés d'une part comme des leviers du développement sociopolitique, mais également comme des centres de production des savoirs. Donc, dès lors que nous savons cela, nous comprenons que rester au cœur de la fonction, rester au cœur de la mission permet à un centre de recherche de se démarquer, de se positionner, mais d'être compris par toutes les parties prenantes comme étant un centre de recherche. Parce qu'en général, quand vous sortez de votre essence, quand vous sortez de votre idéologie, quand vous sortez de votre être profond, les personnes avec lesquelles vous collaborez, avec lesquelles vous échangez, cessent de percevoir vers où vous allez, cessent de vous prendre au sérieux et cessent de collaborer avec vous. Je vais m'expliquer. Si un enseignant n'adopte pas les comportements et les attitudes d'un enseignant, les étudiants, les élèves, les personnes avec lesquelles il communique, à un moment donné, se demandent s'il est vraiment un enseignant. Donc, nous avons une fonction inédite. Lorsque vous êtes parent, vous avez un rôle auprès des enfants, vous avez un rôle dans la société et ce rôle, vous devez le tenir. Donc, les centres de recherche ont une fonction inédite. Ce sont des leviers du développement sociopolitique et même socio-économique.
En tant que levier du développement sociopolitique, si vous êtes un centre de recherche, vous devez être capable, par exemple, de dénoncer les dérives sociales et les dérives politiques. Vous devez être capable d'éveiller les consciences par vos travaux. Vous devez être capable de produire des analyses, d'évaluer, de questionner, de valider l'action sociopolitique. Vous devez pouvoir promouvoir les bonnes pratiques. Vous devez pouvoir appeler à l'action, c'est-à-dire amener les personnes qui vous suivent à poser des actes qui les distinguent, des actes qui font d'eux, n'est-ce pas, comment je veux dire, des hommes engagés et des hommes nouveaux. En tant que centre de recherche, vous devez pouvoir fixer le cap. Vous devez pouvoir donner la direction et impulser le changement. Donc, un centre de recherche est un levier de développement. Ça veut dire qu'un centre de recherche donne le cap, un centre de recherche oriente, un centre de recherche définit, n'est-ce pas, les modalités, les conditions de vie. Et c'est ça le rôle des chercheurs. Les chercheurs présentent la société comme elle est. Les chercheurs se positionnent comme un miroir de la société, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Ils décrivent la société comme elle est, dénoncent tout ce qu'il y a comme dérive, mais se positionnent en indiquant ce qu'il faut faire par la suite. C'est important de le comprendre parce que si vous voulez engager durablement les médias et toutes les parties prenantes, comme on va voir tout à l'heure, il est important que vous restez dans votre rôle. Il est important que vous fassiez ce que vous avez à faire. Un époux restera un époux, un journaliste travaillera comme un journaliste, un parent comme un parent. Et comme avait dit, n'est-ce pas, un célèbre homme politique que je ne vais pas citer parce que vous allez certainement vous retrouver, il faut laisser la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Si on dit cela, c'est pour dire combien il est fondamental de garder son essence, combien il est fondamental de rester dans sa nature profonde, de rester dans son rôle. Jouez pleinement votre rôle, faites exactement ce que vous devez faire, et alors les personnes avec qui vous collaborez vont comprendre ce que vous faites, ce que vous voulez, et comprendre que vous restez dans votre rôle. Les centres de recherche ont une deuxième fonction. Ce sont des producteurs de savoir. À partir du moment où un chercheur cesse de produire la science, à partir du moment où un chercheur cesse de dire la science, alors il cesse d'être un chercheur. Nous allons parler des centres de recherche, des communicateurs, comme étant des personnes qui produisent des savoirs, qui produisent des connaissances, et ces connaissances participent de l'animation sociale, de l'animation économique, de l'animation sociologique, de l'animation politique. La production des savoirs, c'est de dire que le travail que vous faites doit se traduire par des rapports d'études, des notes de synthèse, des notes d'orientation politique, des avis consultatifs et des études barométriques, par exemple. L'étude de baromètre, c'est par exemple de dire qu'un centre de recherche a un centre d'intérêt, a un sujet de prédilection, et il doit faire une analyse à cela. Il m'arrive, en tant que consultant, et donc en tant que producteur des savoirs, d'analyser certains segments de la vie économique, politique et même, comment je vais dire, académique de pays, et de produire un rapport à ce sujet. J'ai produit dernièrement un rapport sur la gouvernance universitaire au Cameroun. Produit un autre rapport sur, les conditions, n'est-ce pas, d'optimisation du secteur de la microfinance au Cameroun. Et je suis en train de faire des travaux actuellement sur la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Cameroun pour identifier quels sont les leviers majeurs qui permettraient aux demandeurs d'emploi titulaires d'une compétence technique, académique ou avérée par la pratique de trouver un emploi décent et de pouvoir garder leur emploi dans de meilleures conditions. Lorsque vous avez fait ces rapports, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, les diffuser. Vous avez une position sociale qui vous permet d'influencer les comportements dans la société. Donc, un centre de recherche doit jouer son rôle et son premier rôle, c'est sa fonction inédite, c'est se positionner comme un levier du développement sociopolitique à travers les sujets qu'il aborde, se positionner comme un centre de production de savoir à travers des rapports d'études, des notes de synthèse, des notes d'orientation politique, des avis consultatifs et des études, n'est-ce pas, notamment. On discutera des différents
types de rapports ou de productions qui peuvent être proposés. Le centre de recherche, le chercheur doit savoir qu'il s'adresse à des publics variés ayant des attentes variées. Si vous ne prenez pas à cœur, si vous n'intégrez pas le fait que vous vous adressez à des publics variés, vous ne comprendrez pas pourquoi on va vous dire dans les minutes qui suivent qu'il est important d'adapter votre discours, d'adapter votre production au public auquel vous vous adressez. On ne va pas s'adresser à des étudiants comme on s'adresse à des travailleurs. On ne va pas s'adresser à des professionnels de la médecine comme on s'adresserait à des professionnels de la communication. On ne va pas s'adresser à des professionnels des télécommunications comme on s'adresserait à des professionnels de la santé ou comme on s'adresserait à des professionnels de la religion. Donc, vous devez pouvoir vous rappeler que vous vous adressez à des publics différents, qui ont des attentes différentes, et par conséquent, adapter votre communication. Donc, les publics différents pour un centre de recherche, c'est le citoyen lambda, monsieur tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est la presse. Et dans notre cas, nous allons réfléchir à différentes stratégies pour engager durablement cette presse. C'est le politique parce que l'homme politique a besoin de s'inspirer des orientations politiques que nous avons, de s'inspirer des travaux de recherche pour prendre des décisions sur la marche de la société. Dans les démocraties anciennes, comme aux États-Unis par exemple, vous verrez que les travaux de recherche des universités influencent spécialement les choix d'orientation politique et des choix d'orientation économique notamment. Donc, des gens vont faire des analyses économiques, vont essayer de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas, et le politique va adopter cela et l'implémenter, n'est-ce pas, de manière à trouver les orientations et à dire comment la société doit marcher. Enfin, le centre de recherche, les chercheurs s'adressent à d'autres chercheurs. On s'adresse à d'autres chercheurs parce que celui qui veut faire une analyse ou une recherche va s'inspirer des travaux de ses pairs, va s'inspirer des travaux de ses aînés, va s'inspirer des travaux des prédécesseurs. Les travaux de ses pairs, ceux qui, comme lui, font de la recherche sur ce sujet et en ce moment, les travaux de ses prédécesseurs, ceux qui, avant lui, y ont réfléchi, les travaux de ses aînés, ceux qui, longtemps avant, avaient produit des travaux. Et en général, on peut s'inspirer des travaux des autres, soit pour les contester, soit pour les renforcer, soit pour les compléter, soit pour les améliorer ou les réexpliquer même. Donc, il faut savoir que vous allez vous adresser, pour me résumer, aux citoyens lambda, vous allez vous adresser à la presse, aux médias, vous allez vous adresser aux politiques et vous allez vous adresser aux chercheurs. Et pour chacun de ces publics, les attentes sont variées. Le citoyen, les attentes sont variées, mais tournent autour de quatre grandes problématiques. Être rassuré, un citoyen lambda, pour que son comportement se change, pour que son comportement soit adapté, n'est-ce pas, à ce qui va le pousser à faire ce qu'il a vu dans la recherche, à adopter cette attitude et cette nouvelle chose, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de comprendre que ce qui est dit a du sens. La presse ne va vous suivre que parce que vous respectez sa ligne éditoriale. Vous ne pouvez pas avoir une organisation qui vous accompagne si elle a le sentiment que vous vous détournez de votre voix, mais ou alors que vous faites la promotion des valeurs qui ne la concernent pas. Donc, si je veux engager les médias, à un moment donné, je dois pouvoir savoir quels sont ses centres d'intérêt, quelle est sa ligne éditoriale et m'aligner dans sa ligne éditoriale éventuellement si ça cadre avec mes attentes. Le politique aura besoin de s'assurer que vous êtes capable de contribuer à la dévolution du pouvoir parce que le politique va à la conquête du pouvoir et travaille à conserver le pouvoir, mais travaille également à exercer le pouvoir. Le politique va conquérir le pouvoir, va conserver le pouvoir et va exercer le pouvoir. Le politique va s'appuyer sur le chercheur, le politique va s'appuyer sur le centre de recherche pour exercer son pouvoir et également pour conserver son pouvoir, mais également pour conquérir le pouvoir. Il faut donc
si nous voulons amener le politique à adhérer à notre cause, si on veut amener le politique à changer de comportement et se mettre dans cette dynamique, bien évidemment, il reste déterminant pour nous de lui montrer que nous serons capables de contribuer à la dévolution du pouvoir. Enfin, si je prends les chercheurs, le chercheur voudra s'assurer que vous êtes crédible, que vous constituez une source fiable, que les outils et les méthodes qui ont été utilisés pour la recherche, pour produire vos résultats sont pertinents. Parce que pour valider des travaux de recherche ou pour valider une étude, on s'appuie essentiellement sur la crédibilité de la source, sur la crédibilité des outils mobilisés et sur la crédibilité de la méthode de recherche qui a été adoptée. Donc, cela m'amène à vous dire que nous allons, le contexte, c'est de comprendre que le centre de recherche est davantage un levier du développement sociopolitique. Le centre de recherche est également un centre de production des savoirs et que le centre de recherche s'adresse à des publics variés qui ont des attentes variées. Pour être capable de les engager durablement, les médias doivent pouvoir, les centres de recherche doivent pouvoir rester dans leur rôle, jouer pleinement le rôle qui est le leur et adapter leurs discours, leurs actions et leurs pratiques à ces différents publics en fonction de ceux auxquels ils veulent s'adresser. Je vérifie très rapidement et je vois qu'on n'a pas de message dans le chat. Ça, c'est une très bonne chose, ce qui sous-entend qu'on comprend. Nous allons peut-être regarder un peu la deuxième articulation de notre travail qui va porter sur l'idéal de notre exercice de ce jour. L'idéal, ici, fait référence à la finalité de notre formation. Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme résultat? Trois leviers sont importants à signaler. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Le premier, c'est d'acquérir des compétences claires et opérationnelles. Le deuxième, c'est de maîtriser les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire. Et le troisième, c'est de connaître les facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui me permet de réussir? Je veux acquérir des compétences opérationnelles. Ça veut dire que je dois être capable de comprendre les enjeux. Je dois être capable d'exécuter les tâches. Je dois être capable de mettre en place des stratégies proactives. Je dois être capable, n'est-ce pas, d'engager, in fine, durablement les médias. Et les bonnes pratiques, c'est l'ensemble des éléments que je dois pouvoir adopter qui consacrent le changement de comportement chez moi. Et les facteurs clés de session de travail, nous devons être capables de savoir ce qui nous permettra de réussir à tous les coups. Parce qu'il faut inscrire notre action dans la durée. Le tout n'est pas de gagner l'attention ou l'adhésion des médias aujourd'hui. Le tout n'est pas de gagner l'attention, l'adhésion du consommateur lambda. Le tout n'est pas de gagner l'attention du politique. Le tout n'est pas de gagner l'attention, l'engagement et l'implication des chercheurs. Il faudra inscrire cette attention, cet engagement dans la durée et dans le long terme. Et ça, ce sera notre challenge. Et c'est pour cela que nous nous intéressons aux facteurs clés de succès. Donc, je présente ces trois éléments pour dire qu'à la fin de notre session, je serai tout à fait heureux de savoir que nous avons pris connaissance des bonnes pratiques, nous avons pris connaissance des facteurs clés de succès, mais que nous sommes capables d'exercer des tâches précises. Et d'ailleurs, je veux espérer que lorsque nous ferons l'échange de questions-réponses tout à l'heure, que vous reviendrez sur la pratique professionnelle, comment on fait certaines choses. Donc, nous allons dire, donc, pour nous résumer, que la session de ce jour va nous permettre d'élaborer une stratégie pour entrer en contact avec les médias qui comptent, les médias les plus adaptés, les plus influents, les plus pertinents. Nous allons être capables d'élaborer une stratégie pour faire des médias d'excellents relais de communication. Donc, si un centre de recherche a produit son rapport et sa note,
Qu'est-ce que le centre de recherche doit faire pour que les médias adhèrent à sa publication, adoptent cette publication et deviennent un relais de communication pour amener les plus grands publics, n'est-ce pas, à adhérer et à adopter également cette communication, cette publication. Nous allons pouvoir élaborer une stratégie pour s'engager durablement avec les médias, c'est-à-dire quels sont les comportements les plus adaptés pour que la relation qu'on aura établie avec les médias, avec les chercheurs, avec les politiques et avec les consommateurs lambda, pour que cette relation soit placée dans le long terme, pour que cette relation soit durable, qu'elle ne s'arrête pas à des actions ponctuelles et précises. À la fin de cette session également, nous devons être capables d'exécuter des tâches précises, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui va sous-entendre que nous soyons capables de déclencher, d'intéresser et de maintenir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec les médias qui comptent. Donc, c'est ça notre challenge et nous allons travailler à cela. Mais pour réussir à déclencher, intéresser et maintenir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec les médias qui comptent, nous devons pouvoir adapter notre action à la cible. Nous devons pouvoir adapter. We need to adapt. On doit adapter. Il faut éviter d'être figé. Nous allons nous éloigner autant que faire se peut des attitudes figées. Comment susciter donc l'intérêt et l'action de la part des médias? Il faut adapter son action à la cible. Pour que ce soit perçu par tout le monde et rapidement, j'ai pris dans ce tableau ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut connaître son public. Je ne vais pas insister là-dessus parce que j'ai bien indiqué, n'est-ce pas, en termes d'orientation, connaître son public, c'est que je sais, je dois savoir à qui est-ce que je m'adresse. À qui est-ce que je m'adresse et quelles sont ses attentes, qu'est-ce qui le caractérise, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont les éléments sur lesquels il s'appuie pour décider. Si vous n'adaptez pas votre discours et vos actions à votre public, vous avez de fortes chances de passer à côté. Le deuxième levier, c'est qu'il faut pouvoir simplifier le contenu de votre présentation. Si vous allez faire une communication, il faut dire les choses simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles puissent se comprendre. Les choses les plus simples se comprennent également simplement. Il faut pouvoir faire des métaphores et des analogies. C'est ce que j'appelle généralement utiliser des comparaisons. Tout à l'heure, pour expliquer, je vous ai dit, lorsqu'on veut amener, dire à un centre qu'il doit garder son essence, qu'il doit garder son originalité, qu'il doit jouer son rôle, je vous dis, un enseignant doit rester un enseignant. Un patron doit rester un patron. Un époux doit rester un époux. Vous devez faire des métaphores et des analogies. Parfois, pour faire passer un message, j'aime bien dire que comment on appelle, euh, les personnes qui font les dessinateurs, il y a cette presse enchantée qui présente et qui communique à travers des dessins, à travers des images. Le sage dit d'ailleurs qu'une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Donc, vous avez ces personnes qui sont capables de faire des illustrations fortes. Des illustrations fortes. C'est comme le disent également les bandes dessinées. On communique à travers des images aussi. Donc, vous faites des analogies et vous faites des métaphores. Vous devez être capable, c'est vrai, d'utiliser des comparaisons, d'utiliser des exemples qui sortent même du cadre, mais tout en mettant la personne toujours au cœur de l'information que vous voulez partager avec lui. Le quatrième élément, c'est qu'il faut faire des illustrations, toujours donner des exemples. Mais les exemples doivent être concrets, les exemples doivent être adaptés au contexte de la cible. La plupart du temps, les gens veulent faire des exemples, mais ils donnent des exemples qui ne cadrent pas avec le public, qui ne cadrent pas avec le sujet qu'ils abordent. Il faut recourir à des visuels et à des supports graphiques.
Les visuels, ce sont les flyers. Les visuels, ce sont des tableaux, c'est des images. Vous savez, dans le cadre d'une formation que j'ai faite avec le BIT, le Bureau international du travail, nous travaillons beaucoup sur les visuels comme outil de formation, en faisant des petits schémas, des petites images, en utilisant des petits papillons et des cartonnets. On a la possibilité de faire passer des messages aisément. Il ne faut pas négliger la répétition et le résumé. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des éléments sur lesquels nous allons déboucher, l'idéal de cette formation, j'ai dit que la formation va permettre d'atteindre trois grands objectifs: acquérir des compétences claires, maîtriser les bonnes pratiques et connaître les facteurs clés de succès. Mais j'ai toujours donné un résumé. En résumé, à la fin de la session, on doit être capable d'élaborer une stratégie, mais on doit être capable d'exécuter des tâches précises. Il faut toujours rappeler ce que vous avez tiré comme conclusion. On doit toujours avoir un moment où on rappelle aux gens en quelques mots, en quelques lignes, l'essence de la communication. La chose qu'il faut retenir. Donc, ne négligez pas la répétition, ne négligez pas l'importance du résumé. Et à la fin, il est pertinent de toujours inviter à l'action. Donc, si je fais une communication, si je prépare un message, si je fais une note, je ne peux pas terminer ma recherche, ma note de synthèse sans demander de poser des actes. On parle du call to action. Il faut toujours dire aux gens ce que vous attendez d'eux. À la fin, in fine, nous voulons vous amener à faire telle chose. Dites-leur clairement. Il ne faut pas les laisser imaginer et se faire des films dans leur esprit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce texte que je vous ai mis en orange. Le succès demande de s'adapter au contexte particulier de votre public par des mots et des images simples et de bonne qualité qui leur parlent et les poussent à l'action. Il faut s'adapter à son contexte, s'adapter au contexte du public. Donc, il faut connaître son public et adapter son discours, adapter ses actions, adapter sa communication au public. Il y a des gens qui comprennent que des images. Il y a des gens à qui il faut parler par des communiqués. Il y a des gens à qui il faut faire le résumé exécutif de votre présentation. Il y a des gens à qui il faut faire des flyers. Il y a des gens à qui vous allez avoir une note ou un rapport. Il faut adapter au contexte particulier, s'adapter au contexte particulier de votre public par des mots et des images simples, des mots et des images de bonne qualité qui s'intègrent dans leur contexte, qui leur parlent et qui les poussent à l'action. Si vous parvenez à mettre ensemble cela, comme je vais l'expliquer dans les prochains aspects, alors vous allez arriver à un challenge excellent. Et comme d'habitude, pour communiquer efficacement dans cette présentation, vous allez voir à gauche de votre écran que j'ai mis une image conçue sur comment communiquer efficacement. Le centre de recherche ou le chercheur, le communicateur ou le journaliste a un message qu'il veut passer. Mais comment passer son message efficacement? Je dois agir sur 4 leviers. Comment passer son message efficacement? Comment communiquer efficacement? Les 4 leviers, le premier, c'est connaître son client, c'est connaître son public, c'est connaître sa cible. La cible, c'est celui à qui je veux idéalement m'adresser. Lorsque nous sommes en train d'écouter cette communication, on a plusieurs types ou catégories de personnes qui suivent la présentation. Vous avez les responsables de l'organisation. Vous avez également des tiers qui sont des responsables des centres. Mais vous avez également les partenaires techniques qui écoutent. Et demain, vous aurez ceux qui vont recevoir cette communication dans le cadre des diffusions ultérieures. Ces différents publics vont être en contact avec la communication que je passe en ce moment. Mais
ces différents publics ne sont pas le cœur de cible que je veux atteindre. Par conséquent, adapter mon message, c'est être capable de m'adresser prioritairement à celui à qui je veux m'adresser. Et c'est pour cela que la communication imagée va compter. Il faut créer son univers visuel. La présentation que je vous ai proposée a ceci de particulier qu'elle s'intègre, n'est-ce pas, à votre univers visuel. Il faut se dire comment je peux exprimer mon message à travers des visuels. Ensuite, il faut mettre en avant ses valeurs. J'ai dit au début qu'un centre de recherche doit rester un centre de recherche. Vous devez avoir des choses qui vous caractérisent et qui permettent de vous reconnaître. Ce sont vos valeurs. Ce sont les éléments de la culture d'entreprise. Ce sont les éléments qui vous caractérisent. Ce sont les éléments qui permettent de dire ça, c'est tel centre. Ça, c'est tel individu. Ceci ne peut pas être fait par lui. Il ne peut pas penser ceci. Quelqu'un a dit que l'habit, le moine, l'habit ne fait pas le moine, mais j'ajoute toujours que le moine se reconnaît à son habit. Si l'habit ne fait pas le moine, n'oubliez pas que le moine se reconnaît à son habit. Donc, cela veut dire que ce n'est pas parce qu'un moine a une tenue de moine que ça veut dire qu'il est moine. Ça peut être un arnaqueur qui a porté une soutane et qui va nous détruire et qui va poser des actes négatifs. Ça, ce n'est pas grave. Mais de toutes les façons, même si le moine ne se reconnaît pas à son habit, n'est-ce pas? Même si l'habit ne fait pas le moine, c'est à son habit qu'on va le reconnaître. Donc, ce sont vos valeurs qui vont vous caractériser. Ce n'est pas parce que vous aurez dit que vous êtes intègre, que vous êtes loyal, que vous êtes discipliné, que vous êtes sérieux, qu'on dira que vous l'êtes effectivement. Toutefois, il est important pour vous de mettre en avant ces valeurs afin que ceux avec qui vous échangez, ceux avec lesquels vous collaborez, aient à l'esprit que c'est ce que vous faites. Enfin, il faut communiquer ces offres. Ça ne sert à rien d'avoir une très bonne connaissance, d'avoir un travail de recherche, si à la fin, on ne peut pas le publier. Un produit aussi intéressant et satisfaisant qu'il est ne sert à rien si à la fin du process, vous n'êtes pas capable d'en parler. Mais pour réussir le challenge d'adapter son action à la cible, pour réussir le challenge de s'adapter au contexte particulier de votre public par des mots et des images simples et de bonne qualité qui leur parlent et les poussent à l'action, pour réussir cela, il faut absolument faire attention aux bruits. Les bruits en communication. La plupart du temps, les gens ne tiennent pas compte des bruits. Quand on parle de bruit en matière de communication, les gens, ils ont tendance à ne penser qu'au bruit sonore. En matière de communication, il faut le noter, le bruit, c'est tous les éléments internes ou externes à l'organisation qui sont susceptibles de détourner l'attention de la cible ou du destinataire du message. Les bruits, c'est l'ensemble des facteurs internes ou externes à l'organisation qui sont susceptibles de détourner l'attention ou d'empêcher le destinataire de comprendre, de retenir, de prendre connaissance du message qui lui est donné. Alors, les bruits internes, c'est quoi? Je vous donne un exemple. C'est votre image de marque. Si vous avez une mauvaise réputation, si vous êtes déjà connu comme ayant une réputation négative, dès que vous allez dire, nous sommes Carrefour Policier Institute, on va dire, oh, encore eux. Et puis, le fait qu'on dise encore eux, si vous aviez de moi, Boris Kamga, une connaissance antérieure qui vous amenait à vous dire, peut-être on sait déjà qu'il est quelqu'un de pas sérieux, dès que vous allez dire, l'expert qui viendra communiquer s'appelle Boris Kamga, ah, lui là, non. Parfois,
Notre image nous précède à cause de cela. Les bruits internes sont divers et variés. Il y a votre image et votre réputation. Les bruits internes, c'est par exemple le fait d'écrire un texte avec des fautes. Lorsque je laisse cet écran, lorsque je partage mon écran, tout le temps que l'écran fait devant vous, vous lisez ce qui est écrit. Et si vous trouvez des fautes, si vous trouvez des éléments pas corrects, vous allez passer plus de temps à vous dire, mais pourquoi il a écrit avec la faute? Et vous ne serez plus en train de m'écouter. Le bruit, c'est parfois les animations qu'on met dans un texte, les couleurs. Vous allez remarquer qu'à l'université, dans le travail de recherche, on dit qu'un travail de recherche est dénué ou alors est empreint de neutralité. On ne met pas les choses de Dieu, on ne met pas les couleurs beaucoup, on ne met pas des images n'importe comment, parce que ça, ce sont des bruits, ça détourne du cœur du message. C'est pour ça. Les bruits internes, c'est donc votre image, c'est votre réputation. Les bruits internes, c'est la sonorité. Les bruits internes, ce sont les fautes. Les bruits internes, ce sont les animations ou les couleurs que vous mettez dans votre présentation. Les bruits internes, c'est même la tenue vestimentaire du formateur. C'est sa posture debout. Les bruits internes, c'est un animal qui survole dans la salle. Si je vous raconte une anecdote, j'organisais une conférence et là, ça m'amène à parler des bruits externes. J'organisais une conférence dans un grand hôtel de la place à Douala. C'était un grand hôtel de la place à Douala pour des raisons de publicité, je ne vais pas évoquer. Mais je veux vous dire, la salle dans laquelle nous travaillons, nous avons travaillé à ce que ce soit une salle insonorisée. Elle était très belle, c'était un très grand hôtel. Elle était très belle et c'était une formation qui était organisée par la GIZ. Et en qualité de formateur, j'avais une salle avec 24 personnes et il fallait communiquer avec ces gens, une formation en présentiel. Mais dans la salle, nous avions des baies vitrées. La salle était insonorisée, on avait des baies vitrées. Et en face de la salle, il y avait un grand immeuble qui faisait environ une quinzaine d'étages, parce que là, on était à Bonabriso. On avait un grand immeuble qui faisait une quinzaine d'étages et sur lesquels il y avait des travaux dont une entreprise avait déroulé une échelle, n'est-ce pas, sur laquelle quelqu'un était en train de laver les murs et les vitres dans un immeuble de l'autre côté. Et pendant qu'il avait les vitres, le monsieur qui lavait les vitres aimait tellement son boulot, il faisait tellement bien son boulot qu'il le faisait en dansant et en chantant. Et ça a attiré l'attention des personnes qui étaient dans notre salle de formation. Et pendant que je faisais la formation, mais je me rendais compte que les gens se chuchotaient et avaient tendance à regarder, à sourire. Donc, ils étaient en train de sourire. Et ils souriaient. Et d'autres personnes, j'ai réussi à remarquer parce que comme j'avais le dos à cet endroit, comme je ne voyais pas cet endroit, j'ai réussi à déceler ce qui se passait parce que quelqu'un a voulu faire un selfie avec l'image. C'est ça un peu un bruit. Les bruits, c'est ce qui vous détourne de l'attention. Donc, si vous voulez voir, les bruits, c'est la gestion du temps. Vendredi dernier, c'était le 14 février, c'est la fête de l'amour. Si vous devez faire une communication avec des jeunes, voyez, tous les messages doivent tourner autour de l'amour. Si vous avez la fête de Noël qui se présente, toutes les activités que vous faites sont tournées autour de Noël. Si vous êtes un dimanche, on est en train d'aller à l'église. Si on est au Ramadan, donc le temps peut avoir un effet. Le bruit, c'est même le climat, le temps qu'il fait dehors. S'il fait chaud, s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a la tornade, s'il y a la tempête, ça va avoir un effet. Hier matin, des gens devraient faire une communication et parce qu'il y a eu cet accident à Simalène où un jeune Camerounais de regrettée mémoire qui voulait aller en Europe, n'est-ce pas, et est entré dans le train d'atterrissage au niveau des roues d'un avion qui s'apprêtait à décoller. Comme les roues, quand l'avion va décoller, les roues vont entrer dans l'avion, il savait qu'en rentrant dans l'avion, ces roues-là vont le ramener à l'intérieur. Il avait fait son scénario, il a pris son petit sac et il s'est dit, il prend le risque de voyager de cette façon. Mais il est entré, l'avion a décollé et
Au sommet, en se retournant pour entrer là-dedans, il a plutôt dérapé. Donc, certainement, il n'a pas réussi, mais il a plutôt dérapé et il est tombé. Il est parti du ciel pour tomber. À l'aéroport de Simalène, il en est mort. Bien évidemment, immédiatement. Et cela a détourné toute l'attention pour un aîné consultant qui avait une conférence. Il devait animer une session de formation comment on appelle, à la SECNA, à la direction générale de la SECNA, à côté de l'aéroport. Cet événement externe a immédiatement interrompu la conversation, la communication, l'échange et la présentation. Donc, si un centre de recherche a un message à faire passer, il doit tenir compte du temps. Il doit tenir compte de l'environnement. Il doit tenir compte de ceux qui l'écoutent. Il doit tenir compte de l'endroit où il communique. Faites toujours attention aux bruits. Les bruits sont les événements internes ou externes qui sont susceptibles de modifier l'impact de votre message. Le quatrième aspect, on va bientôt s'arrêter pour échanger et comprendre de quoi nous parlons. Il y a 40 minutes déjà. Il faut se dire que le quatrième aspect, c'est comment je réussis à engager les médias. Donc maintenant que je sais que je dois garder mon essence, je dois rester moi-même, je dois avoir des valeurs qui me consacrent et qui me caractérisent. Je dois m'assurer que les gens avec qui je communique connaissent mes valeurs et qu'ils savent que je suis comme ça. Maintenant que je sais que je m'adresse à des publics différents et variés qui ont des attentes variées, maintenant que je sais que je dois adapter mon discours, maintenant que je sais que je dois faire attention au bruit, comment est-ce que je fais pour que les médias puissent s'engager durablement pour devenir des relais de communication? C'est-à-dire que le rapport présenté par le centre de recherche, je vous ai dit que vous devez présenter des rapports d'études, des notes de synthèse, des notes d'orientation politique, des avis consultatifs ou des études de baromètre. Si vous avez fait une étude, si vous avez fait un rapport, vous avez fait une note d'orientation politique, comment est-ce que vous allez faire pour que les médias récupèrent cette information et adhèrent à ce message et décident de communiquer ce message? Comment est-ce que vous allez faire? Moi, je décèle trois challenges. Je propose généralement d'avoir trois grands challenges. Le premier challenge, c'est de capter l'attention. Le deuxième challenge, c'est de rédiger un pitch qui est captivant. Capter l'attention. Un pitch captivant, c'est un texte, c'est un argumentaire. Le pitch, c'est comme un argumentaire. C'est un argumentaire captivant. Et le troisième, c'est de créer un réseau médiatique. Vous devez avoir un réseau. Si nous prenons le premier challenge, si je veux capter l'attention, le contexte est particulier et oblige à captiver l'attention des gens. N'oubliez pas que les personnes à qui vous vous adressez font l'objet d'un nombre élevé de sollicitations dans l'espace médiatique. Vous n'êtes pas les seuls à communiquer aux enfants. Vous n'êtes pas les seuls à communiquer aux médias. Vous ne serez pas les seuls qui allez communiquer aux entreprises, aux hommes politiques, aux consommateurs lambda. Vous n'êtes pas les seuls. Ils ont tellement de messages. Ils ont les réseaux sociaux, ils doivent suivre. Ils ont les situations de la vie privée. Ils ont les activités académiques. Ils ont les activités professionnelles. Vous n'êtes pas les seuls à leur parler. Donc, vous devez être capable de captiver, de capter leur attention. Capter leur attention, c'est de les amener à s'intéresser à vous. Ensuite, vous devez vous demander si je dois capter son attention, c'est-à-dire l'amener à s'intéresser à moi. Il faut pour cela que l'actualité soit forte, dont le message que je veux passer doit être intéressant. Je dois avoir choisi un angle original. Ça veut dire que l'aspect que je veux présenter de la chose doit être tellement original que les gens se disent, waouh, je n'avais pas pensé à cet aspect des choses. Et ce que je dis doit avoir un impact social et économique réel. Il ne suffit pas pour vous de dire que ça c'est intéressant pour que les gens pensent que c'est intéressant. Il faut que les gens voient que c'est vraiment intéressant.
Ensuite, il faut une personnalité forte et un expert reconnu. Ça veut dire que celui qui assume la responsabilité de parler doit avoir une notoriété évidente. Ceci m'amène à vous dire que vous devez capter l'attention parce que préalablement, vous avez travaillé sur votre image. J'accorde toujours beaucoup d'importance à l'image. En marketing, moi j'ai un credo. L'un de mes deux credos ou trois en marketing, c'est de savoir que l'image précède la qualité du service. Travaillez toujours sur votre image. Pour capter l'attention, nous allons rediscuter du dernier texte que j'ai mis en bas. Ne vendez pas un produit ou un service, mais racontez une histoire qui captive. Ensuite, il faut rédiger un pitch captivant. Ça veut dire que ce que vous dites doit être clair, doit être percutant et doit donner l'envie d'en savoir plus. Ça dit quand on vous écoute, on doit avoir envie de vous écouter jusqu'à la fin. Je vais vous dire, parfois il y a des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, ils mettent une vidéo sur les réseaux sociaux et ils écrivent en bas de la vidéo en question, c'est la fin qui peut me tuer. At the end of the day. C'est-à-dire, c'est la fin qui peut me tuer. Le fait de voir que c'est la fin qui peut me tuer, ça vous pousse à rester, à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, il faut que vous ayez, que vous créez, vous suscitez chez celui qui vous écoute l'envie d'aller jusqu'au bout de votre propos. C'est pour ça que vous devez être clair, vous devez être percutant et vous devez être donné l'envie. Donc, vous avez moins de 30 secondes quand vous parlez, 30 secondes uniquement si vous parlez, pour captiver l'attention. Le secret également, c'est que si vous écrivez, c'est 5 ou 6 phrases tout au plus, sujet, verbe, complément. 5 ou 6 phrases maximum. Et si on regarde des yeux, ça doit être des visuels qui permettent de renforcer l'impact. Les images doivent être bien choisies. Donc, il faut qu'il y ait une accroche, il faut que le problème soit pertinent, il faut que l'orientation soit solution, veut dire que vous soyez toujours en train de proposer des solutions et pas de rester dans la guéguerre. Enfin, vous devez créer votre réseau médiatique. Ça signifie simplement, comme je dis, un journaliste qui connaît, un journaliste qui vous connaît est plus enclin à rayer vos informations. Vous voyez, notre challenge, c'est de faire que le journaliste adhère à notre idée, c'est de faire que le journaliste adopte ce que nous avons dit, mais qu'il soit un relais de communication, veut dire qu'il en parle, il en parle, il en parle, il en parle. Mais pourquoi va-t-il en parler? Ben, il faut qu'il vous connaisse. Il faut qu'il y ait déjà un lien entre vous. Lorsque quelqu'un vous interpelle par votre nom, vous êtes plus susceptible de l'écouter aisément. Mais pour cela, il faut les suivre dans les réseaux sociaux, les médias qui comptent. Il faut, je vois qu'on a un message, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Il nous reste 10 minutes, oui, exactement comme je le disais. Merci bien. Donc, alors, comme je disais, il faut avoir à l'esprit que vous devez les suivre. Il faut avoir à l'esprit que vous devez commenter intelligemment ce qu'ils disent. Il ne s'agit pas d'accepter tout ce qu'ils disent ou d'être contre tout ce qu'ils disent. Vous devez également les inviter, n'est-ce pas, à des événements. J'ai dressé ici à droite une liste d'actions que vous devez faire. Par exemple, identifiez les médias qui couvrent votre domaine. Identifiez-les en tenant compte de leur cible et de leur périodicité de parution. Soyez une ressource utile et contribuez à leur performance. Ne soyez pas toujours à critiquer les gens, soyez capable de les aider également. Lorsqu'ils ont fait une publication, aidez-les à publier. Quand vous allez partager leur publication, ça va amener, le réseau social va par exemple leur dire que vous avez partagé et ils vont être curieux d'entrer dans votre WhatsApp, dans votre groupe ou dans votre LinkedIn pour savoir qui vous êtes pour partager ce qu'il fait. Et parfois, de fil en aiguille, il va s'attacher à vous. Ne vous limitez pas à des contacts d'opportunité. Il y a des gens qui n'appellent ou ne communiquent avec des gens que lorsqu'ils veulent leur demander un service. Donc, j'ai dit cela pour m'arrêter et vous dire, les bonnes pratiques à adopter sont celles que j'ai partagées avec vous. Dans un premier temps, il faut anticiper et gérer efficacement les crises. Ne jamais ignorer une critique. C'est toujours important de savoir ce que les gens critiquent de vous. Il faut savoir ce qu'ils critiquent de vous, mais pour cela, je vous présente ici les différentes stratégies pour bien gérer la critique. Vous restez calme, vous devez reconnaître le problème s'il est pertinent, vous devez apporter des faits et des preuves, vous devez rédiger
vous redirigez les gens vers des solutions, maîtriser les réseaux sociaux et puis éviter les débats inutiles. On ne répond pas à tout. Mes astuces et conseils, c'est de dire simplement que vous devez être pertinent et vous devez apporter de la valeur en cherchant à être une solution pour les gens. Donc, une fois que j'ai dit cela, je présente le résumé de ma présentation en 5 points. Ce qu'il faut faire pour engager durablement les médias et les autres acteurs sociaux en 5 points ou en 5 temps forts. Le premier temps fort, les temps forts, ce sont les différents éléments que j'ai écrits en rouge. Il faut se distinguer pour intéresser ceux que votre offre pourrait intéresser. Ne pensez pas que vous allez parler à tout le monde. Plus vous vous spécialisez en choisissant un centre d'intérêt précis, mieux les gens s'adaptent à vous et s'intéressent. L'engagement des tiers est acquis par la qualité, la cohérence, l'intégrité et la constance. Vous devez être cohérent, vous devez être intègre et vous devez être constant. Adopter la démarche A3C, c'est une démarche à laquelle je m'inscris de plus en plus. L'anticipation, la clarté, la cohésion et la cohérence, dont le succès réside dans la préparation et l'agilité. Et enfin, en rendant des services, il faut rendre des services. En rendant des services, on intéresse et on rassure. Si vous rendez des services, vous allez intéresser les gens et vous allez les rassurer. Donc, j'ai dit cela pour m'arrêter à ce niveau en vous demandant si vous avez des questions. Cela va nous permettre de faire le résumé et de nous arrêter à ce niveau. Je vais redonner rapidement la parole. Merci Ariel, je te repasse la parole. On va échanger ensemble avant de conclure. Merci pour cet échange très calme, très posé. OK, nous avons une question dans le chat. Nous allons la lire. Elle nous dit, thank you, Mr. Kamga, for your presentation. Could you please advise on how think tank professionals can engage in controversial topics with the media, or should they be avoided? Monsieur Kamga, est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponse? Très bien. Ça revient à l'élément sur lequel je me suis remis. Merci pour cette question. Et c'est clair que pour gérer ces problèmes de crise, il faut davantage anticiper et il faut gérer efficacement. Mais qu'est-ce que moi je propose généralement? C'est 4 étapes clés. La première, c'est d'être capable de détecter rapidement la crise. Il ne faut pas sous-estimer une critique. Il faut installer si la crise est grave, il faut avoir des gens avec qui vous allez discuter, c'est-à-dire éviter l'improvisation. C'est mieux d'en parler en comité en interne pour identifier les différents éléments qui peuvent exister. Après, il faut communiquer avec un message clair. Mais même quand on va communiquer, il faut bien choisir le type de support de communication qu'on va utiliser ou le type d'outil de communication qu'on va mobiliser. Enfin, il faut suivre, ajuster et tirer des leçons. Mais la question ici était de savoir est-ce qu'on peut véritablement éviter les crises avec les médias? Non, vous ne pouvez pas éviter. Le texte que je présente ici dit les critiques, qu'elles viennent du public, des médias ou des réseaux sociaux, peuvent nuire à votre image. Une réaction inappropriée peut amplifier la crise. Donc, ne jamais ignorer ou critiquer. Le secret, c'est de rester calme et c'est d'évaluer la situation. Ne pensez pas que vous devez apporter une réponse à tout. Parfois même le silence peut suffire pour résoudre un problème dans le temps. De l'autre côté, il ne faut pas se fondre en justification dans l'absolu. Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument se défendre. Parfois, en apportant des faits et des preuves, en apportant des attitudes ou des comportements, en agissant vers la solution, on résout les problèmes qui existent. Donc, et enfin, comme j'ai dit, il faut éviter les débats inutiles. Vraiment, avec les crises avec les médias, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en aura des difficultés. Mais pour cela, je dois identifier le problème, je dois le reconnaître que c'est un problème, même s'il est mal dit, je dois reconnaître que c'est un problème. Je dois choisir avec mon équipe quelle est l'action qu'il faut faire, éviter l'improvisation. Il faut toujours planifier l'action et évaluer l'action afin d'ajuster et de tirer les leçons de ce qui a été fait par les autres.
Donc, voilà Mhm. ce que je peux dire pour m'arrêter à ce niveau. Et donc, Monsieur Boris Kamga, je puis vous dire, rassurez-vous, il n'y a pas de question, ça veut dire que tout a été saisi. Alors, Merci. je vais profiter pour vous remercier pour votre disponibilité. Remercier également les participants pour leur présence. Et ceci est le quatrième webinaire qui a été organisé pour les professionnels de la communication des centres de recherche. Nous espérons que tout ce qui a été partagé depuis le premier webinaire jusqu'à ce dernier a été très bénéfique pour tout un chacun et que les éléments partagés seront mis en pratique. Moi, j'ai aimé la phrase, raconter une histoire captivante. Voilà, rester percutant et surtout apporter de la valeur dans nos travaux. C'est sur ces mots que je vais ici mettre la clé sur l'opération de ce webinaire. Merci à tous pour votre aimable attention et au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines occasions. Restez tranquilles, nous allons partager avec vous, chers participants, les exposés qui ont été donnés par nos différents facilitateurs en anglais et en français. Voilà. Sur ce, au revoir et bonne soirée.